Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc, épisode 8. Alors on nous dit que tout va changer, qu'il y aura un avant et un après Corona. J'en doute un peu puisque les élites, les puissants ne vont pas changer. Le personnel politique, économique, des hautes sphères ne va pas changer. Donc je ne vois pas comment ils vont remettre à jour leur logiciel et se remettre en cause radicalement. Par contre, ce que l'épisode Corona révèle, c'est la nature profonde de phénomènes que nous côtoyons au quotidien. En réalité, nous vivons dans une expérience de réalité augmentée. Voilà, c'est comme si une expérience de... Nous sommes en immersion avec des lunettes qui nous révèlent des choses que nous voyions avant, mais on les voit tous les détails, en trois dimensions. Une de ces réalités augmentées qui nous prend comme ça à la gorge, c'est la vacuité, on va dire, l'insignifiance de l'Union européenne. Moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Union européenne, en fait, elle ne fait que se comporter comme elle a été construite, c'est-à-dire comme une cité-État aux dimensions gigantesques, dimension des 28 États membres, mais une cité-État qui fait du commerce ou de la banque. Eh bien, elle se comporte comme une cité-État, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bonne dans tout ce qui est défense de la souveraineté, affaires militaires, affaires du régalien, esprit, vision historique. Elle défend les intérêts de son commerce. On est un peu comme Venise au cœur du XVIe siècle, ou Gênes, ou Florence, ou Bruges, ou ainsi de suite. Voilà, des grandes cités-États qui ont atteint le sublime. C'était Venise au XVIe, c'est pas mal. C'était une puissance qui contrôlait toute l'Adriatique. Elle tutoyait la Turquie, elle tutoyait le tsar. Elle avait des comptoirs même au nord de la mer Noire. Il y avait des villes qui dépendaient de Venise, pas loin d'Odessa, de la Crimée. Donc Venise avait une influence même en Égypte sur le Levant. Donc je ne veux pas être péjoratif en disant que l'Union européenne est devenue une énorme cité-État 2.0 ou 4.0 si vous voulez. Mais elle n'est que ça, malheureusement. C'est-à-dire que c'est un être politique, une entité politique dirigée par des commerçants, des grands commerçants. Commerçants, encore une fois, c'est pas péjoratif, et des financiers. La banque est née en Europe dans ces cités-États pour aider le commerce. Et les grandes foires commerciales qui étaient avant en Champagne ou à Verdun ou même à Troyes. C'est ça l'ADN aujourd'hui de cette Union européenne. Donc il ne faut pas s'étonner qu'elle ne soit pas très bonne pour la gestion du coronavirus. Comment fonctionne une cité-État? Une cité-État, il y a les commerçants, les financiers en haut, et puis vous avez une population qui les déteste. Cette population les déteste parce que les gens, nous tous, nous détestons, ou du moins nous avons un certain ressentiment, une jalousie, c'est humain, une jalousie à l'égard des puissants et de ceux qui ont réussi. Et les réussites dans Venise étaient éclatantes. À Bruges, c'était éclatant, de raffinement les fortunes étaient vraiment des choses impressionnantes. Donc ce ressentiment-là, il est géré politiquement, était géré dans les cités-États du passé par deux moyens. Par une religion, donc par une église qui donnait une légitimité, qui contrôlait les âmes, et puis par une politique du divertissement. C'était les grandes fêtes, il y avait le carnaval de Venise, mais il y avait aussi les grandes fêtes périodiques pour distribuer un peu, redistribuer un peu des fortunes faites avec le commerce aux Indes orientales, aux Indes occidentales, ou même au commerce de long cours avec la Scandinavie ou avec le fin fond de la Russie. Bon, aujourd'hui, l'Église est désactivée, disons qu'elle est plus ce qu'elle était, mais nous avons aujourd'hui d'autres prêtres et d'autres porteurs de la parole officielle, tout aussi obtus, azimutés que l'était l'Église avant. Aujourd'hui, vous les voyez, ils sont dans les médias, ils sont dans l'université, sauf ils ne portent pas la soutane, mais ils sont tout aussi euh, sectaires. Et ils distribuent les excommunications, il y a maintenant un délit de blasphème, on ne peut plus critiquer grand-chose sans se faire traiter de tous les noms et de subir la mort sociale. Donc nous avons remplacé l'Église par un establishment politico-médiatique extrêmement puissant, qui pratique lui aussi la confession, qui vous oblige à faire votre autocritique, enfin je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous m'avez compris. Et puis vous avez le divertissement d'avant qui était limité à quelques jours fériés, à quelques grandes fêtes, à quelques processions, au carnaval qui est une grande fête, on va dire, païenne. Eh bien nous avons le carnaval aujourd'hui partout. Sur Internet. Nous avons du temps, nous travaillons que 8 heures par jour, parce que nous sommes plus productifs que nos aïeux. Nous avons la journée de 35 heures, la semaine de 35 heures, puisqu'on peut se le permettre, notre productivité a beaucoup augmenté, mais nous avons du temps libre, et ce temps libre est rempli par toute la futilité, toute la vulgarité qui est sur l'Internet, sur les médias, la télévision, le porno, qui est un phénomène de l'époque et qui dit beaucoup de notre temps libre et de la permissivité, de la licence, du divertissement qui est permis par le système. Si le porno était combattu par les féministes notamment, ou par les grandes consciences de notre temps, la civilisation sera différente. Pourtant, il est toléré, voire
pouvoir permis ou vu avec une grande bienveillance. Ça dit quelque chose de comment est régulée notre société. Tout cela pour que ce peuple-là ne se rebelle pas ou ne rentre pas dans une relation trop acide avec les puissants qui sont là pour faire de l'argent. Pour une fois, faire de l'argent n'est pas négatif. Je vous dis comment ça fonctionne. On peut avoir d'autres priorités que faire de l'argent. Ça peut être faire de l'argent et l'expansion géographique, faire de l'argent et avoir un empire, faire de l'argent et avoir des valeurs chevaleresques ou de la noblesse. Mais nous sommes dans cette logique-là de faire de l'argent par la banque ou par le commerce. Bon, si vous êtes comme moi et que vous souhaitez un changement, je pense qu'il faudrait agir sur deux leviers. D'une part, le profil des politiques européens, de ceux qui vont gouverner l'Union européenne, et ensuite l'idée même de l'Union européenne et les valeurs partagées par l'Union européenne. Pourquoi il faut agir sur le profil des gens qui servent l'Union européenne? Parce qu'il faut tourner la page des technocrates et rentrer dans la page des leaders, des chefs naturels. Or, pour attirer les chefs naturels à Bruxelles, pour les détourner de Paris ou de Londres ou de Madrid ou de Rome, eh bien, il faut qu'ils puissent avoir une aspiration, enfin, qu'ils puissent espérer gouverner quelque chose. Or, si vous avez un bon politique, une graine de Napoléon, une graine de Bolivar, je ne sais pas moi, une graine de Helmut Kohl ou de Margaret Thatcher, ou de Adolfo Suarez, un espagnol, il n'ira pas à Bruxelles, il restera dans son pays, parce que c'est là qu'il peut agir sur le réel. Il faut bien comprendre que l'Europe ne gouverne pas. Elle agit, mais elle ne gouverne. Si la vie était un millefeuille, elle occupe 2 ou 3 couches du millefeuille, mais le reste lui échappe. Tout ce qui est sérieux, le régalien, la justice européenne, la police européenne, les frontières européennes, la santé, comme on le voit. Or, si vous voulez attirer les meilleurs et si vous voulez prendre ces profils-là qui ont cette surface historique, qui ont cette capacité de leadership pour tutoyer Erdogan, tutoyer les Chinois, tutoyer les Américains, il faut que l'Union européenne devienne un empire. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler au-delà de la règle du 28, qui est capable de prendre des décisions rapidement. Je ne dis pas une dictature, je dis un empire, un être politique, comme l'empire américain, comme les États-Unis, capable d'agir et non pas de menotté par des règles du consensus, de la majorité qualifiée ou autre. Ensuite, nous avons vu que l'idée européenne est essoufflée. On a essayé d'unifier l'Europe avec les droits de l'homme, ça ne marche pas très fort. Avec l'idée de l'écologie participative, personne n'y croit, même si l'écologie est importante, même s'il y a un changement climatique, c'est pas avec ça que vous allez convaincre les Lettons de travailler avec les Portugais, ou les Allemands avec les Grecs. On le voit tous depuis 10 ans, cette catastrophe européenne, ce manque de solidarité. Il faut une idée européenne qui est beaucoup plus forte. Or, nous refusons le monde des idées, parce que nous ne voulons plus tutoyer les dieux, nous ne voulons plus habiter le monde de l'Olympe. Nous avons tué Dieu, enfin les Occidentaux ont dit que Dieu est mort, certains d'entre eux, ceux qui dominent la pensée, eh bien nous avons renoncé aux idéaux. Il nous faut un idéal européen, ça ne peut plus être l'Église européenne. Le traité de Rome a été signé à Rome en 1957, c'est pas une coïncidence. Eh bien malheureusement le catholicisme se défait, se dilue. Il faut trouver une autre utopie européenne qui puisse créer une solidarité et donc obliger les gens, obtenir le consentement des peuples très différents, parce qu'il y aura des sacrifices à faire. Aujourd'hui, dans la règle du consensus des 28, les gens font des sacrifices, mais c'est des sacrifices limités. On est dans le marchandage permanent, pour les quotas, pour les subventions. C'est pas comme ça c'est pas ce que nous voulons. Et il nous faut une idée, un idéal qui nous regroupe et qui ne peut pas être purement économique ou de l'intérêt immédiat de faire un tableau Excel, de dire moi la Lettonie, j'ai donné tant à l'Allemagne et j'ai obtenu tant de la Suède. Ça ne peut pas marcher comme ça. Or, est-ce que c'est le problème de l'Europe? Est-ce que c'est le problème de Bruxelles aujourd'hui? De ne pas vouloir gouverner et de ne pas avoir d'idées qui soient un peu spirituelles, qui soient au-dessus du commerce? Non, le problème il vient de nous, de notre civilisation européenne. Nous avons refusé la violence et la force. Parce que pour faire un empire européen, même démocratique, il faut un peu il faut contraindre, hein. Il faut prendre des décisions rapides, on ne peut pas être dans la démocratie participative, et il faut contraindre certains à agir vite, comme on le voit dans le Coran, on ne peut pas demander l'avis à tout le monde et écouter tout le monde. Sinon, c'est l'Union européenne, comme aujourd'hui, qui ne prend pas de décision. Et ensuite, notre civilisation refuse, comme je viens de le dire, l'intimité avec le monde des idées. Nous sommes dans la consommation, nous voulons un marché unique, nous voulons Erasmus, nous voulons l'Europe du tourisme, mais ce n'est pas suffisant. C'est beau, c'est important, mais il faut beaucoup plus. Or, nous avons divorcé avec la religion, toute religion, même laïque, même laïque.
Donc, il est très facile de voir dans l'Union européenne, dans autrui, dans l'étranger, dans Bruxelles, le diable, le responsable de tous nos maux, de notre malaise, parce que nous ressentons tous un malaise. Eh bien, mais il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant de voir le mal en soi. Et nous sommes co-responsables de ce malheur. C'est notre civilisation qui a renoncé à la force, à l'empire. Et aussi, d'autre part, elle a renoncé aux idées, aux utopies, à tout ce qui n'est pas futile, à tout ce qui dépasse la matière. Donc si on veut vraiment que ça change, il faut qu'on revoie notre civilisation. Et c'est un beau projet, mais il en vaut la peine. Hein. Sinon, si c'était trop facile, ce ne serait pas pour nous, n'est-ce pas? Merci de partager cette vidéo, et puis je vous souhaite à tous tout le succès possible, et puis de traverser cette crise du corona avec, en gardant la santé, en gardant vos proches, et que Dieu nous aide toutes et tous. Au revoir.